Mais j'ai aussi, dans le cadre de mes études et dans le cadre de mon métier ensuite, longtemps vécu à l'étranger et longtemps vécu en particulier aux États-Unis. Et j'ai été amenée à partager de grandes joies, de grands chagrins avec les habitants de ce pays, et en tout cas à partager avec eux cette espèce d'extraordinaire faculté qu'ils ont de ne jamais, jamais désespérer. On dit, nous, ensemble, qu'avec Nicolas Sarkozy, tout devient possible. On dit avec nos deux futurs députés qu'avec eux, tout devient possible. Eh bien, c'est véritablement un credo américain. Ils pensent très souvent que tout est possible et que dès lors qu'on a l'énergie d'entreprendre, la volonté d'agir ensemble, tout est possible. C'était d'eux qu'on disait aussi qu'ils ont la jeunesse pour tradition. Je crois qu'ils ont bien souvent l'espérance pour tradition. Alors nous avons, nous, en France, le sens de la collectivité. Il n'y a pas de doute, vous êtes tous là ce soir. 84% des Français se sont exprimés. Il y a là profondément un sens de la collectivité. Si vous comparez ça au taux de participation américain aux élections présidentielles, lorsqu'ils arrivent à faire 58% aux élections présidentielles, comme ce fut le cas en 2004, c'est un résultat exceptionnel. Alors ce sens de la collectivité que nous exprimons par la participation aux élections, eux ne l'expriment pas ainsi. En revanche, ils ont très fortement le sens du collectif, le sens du travail en équipe, le sens de la camaraderie et de la simplicité spontanée, tout simplement par laquelle on décide d'accorder sa confiance, peut-être un peu plus facilement, un peu plus naturellement, quitte à prendre le risque parfois de devoir la reprendre. Le collectif, c'est bien souvent abandonner une part de soi-même pour se mettre au service des autres, c'est transformer la satisfaction de soi en la fierté d'appartenir à un groupe, et c'est savoir que son succès personnel dépend bien souvent aussi des entreprises et des succès des autres. Et là, je voudrais rendre un hommage tout à fait particulier à tous les membres engagés de notre famille politique, et en particulier à tous les militants, à tous ceux qui se couchent tard, se lèvent tôt, collent des affiches, s'engagent, y compris parfois au péril de leur intégrité physique, parce qu'il est parfois des arrondissements de Paris, n'est-ce pas François, où les choses ne sont pas aussi simples avec nos adversaires politiques. Eh bien, eux, qu'ils soient jeunes pop, qu'ils soient vieux compagnons, ou qu'ils soient récents ou vieux adhérents de l'UMP, je voudrais leur rendre un hommage tout à fait sincère. Alors, cette expérience que le monde anglo-saxon m'a apportée, j'essaie de l'utiliser dans mon travail au quotidien, j'aimerais aussi la transmettre à mes compatriotes. Parce qu'il ne suffit pas de voter une ou deux fois par an pour faire partie du tout que constitue notre pays. Il faut aussi, au quotidien, vivre, travailler ensemble, engager les autres autour de soi à travailler ensemble et à réussir à l'entreprise collective. On est traditionnellement très individualiste. Et moi, je l'ai vu quand j'étais ministre du Commerce extérieur, les entreprises françaises, chacune dans leur petit coin, se disent « bon, on va y arriver, on va se débrouiller tout seul, on n'a pas besoin des autres, on n'a pas besoin des missions économiques, on n'a pas besoin d'être avec les chambres de commerce et d'industrie. » Eh bien si, avec les chambres des métiers, Monsieur le Président. Eh bien si, c'est ensemble et collectivement, bien entendu, qu'on peut assurer des succès bien plus qu'à titre individuel. Ça, c'est la première leçon que je voudrais partager avec vous, c'est que collectivement, tout le temps, on réussit bien souvent mieux qu'individuellement, et chacun des candidats qui est ici le sait, c'est grâce à une équipe qu'on arrive à tenir, et je crois qu'il faut essayer de l'appliquer tous ensemble. C'est grâce à l'équipe que l'on forme et au courant que l'on forme derrière notre président, derrière nos élus, que nous arriverons véritablement à transformer notre pays. La deuxième leçon que j'ai retenue, eh bien, c'est celle du brassage des peuples. Alors, bien sûr, je ne prône pas le multiculturalisme, qui est souvent le premier pas vers le communautarisme, et je pense que la leçon d'Ernest Renan, selon lequel, et je le cite là, la nation est un plébiscite de tous les jours, cette leçon-là, elle est toujours valable aujourd'hui. Et je crois que être français, ça n'est pas un certain nombre de choses évoquées par les uns ou les autres, en particulier à l'extrême droite. Être français, c'est s'approprier une histoire commune, c'est adhérer à une identité, c'est croire à un certain nombre de principes. Et je vous dirais que un des plus beaux témoignages de l'identité française qui m'a été donné me l'a été par un de mes collaborateurs américains, qui était un excellent avocat au barreau de New York, qui s'était inscrit au barreau de Paris, qui était profondément new-yorkais et qui a demandé sa naturalisation française. Et qui, pour demander sa naturalisation française, s'est astreint à refaire tous les cours d'histoire
des classes de seconde, première et terminale, a repassé son bac de français, épreuve de la semaine prochaine pour un certain nombre d'élèves, et a passé son baccalauréat parce que tout simplement, il voulait être sûr de s'approprier l'histoire française et l'identité française pour être digne de sa naturalisation française. Et le jour où il a été naturalisé comme français et où le décret est sorti au journal officiel, il est arrivé dans mon bureau avec un béret, une baguette de pain, et il m'a dit « Ça y est, cette fois-ci, je suis vraiment français ». Et la France, c'est aussi ça. C'est aussi la combinaison de toutes ces énergies, de toutes ces ambitions et de tout cet amour de la France et des Français. Il ne faut pas oublier que historiquement, on doit beaucoup de choses à beaucoup d'étrangers. Parce que la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si Mazarin, l'Italien, n'était pas venu se mettre au service de Louis XIII, d'Anne d'Autriche et ensuite de Louis XIV. Si Napoléon, le Corse, né un an seulement avant le rattachement de l'île à la République française, n'avait pas décidé de traverser la Méditerranée, seul d'abord pour y poursuivre des études, ensuite avec sa famille en 1793 en direction de Toulon. Si les parents de MacMahon, l'un des fondateurs de la Troisième République, n'avaient pas en leur temps quitté leur Irlande natale. Notre histoire française, elle est aussi peuplée d'un certain nombre de brillants étrangers qui ont contribué tout simplement à la richesse et au talent de la France. Les immigrés, les enfants d'immigrés ont contribué, contribuent et contribueront à la richesse de la France et au talent de la France. La France, comme les États-Unis, est un melting pot. Quel plus bel exemple d'ailleurs de ce melting pot que tout simplement notre président Nicolas Sarkozy lui-même, dont le père, comme vous le savez, et comme il a été stigmatisé par certains, par d'aucuns, était originaire de Hongrie. Et oui, la France est aussi cela. Alors ce n'est pas à toi, Jean-Claude, né en Guadeloupe, aujourd'hui membre actif du collectif Outre-mer, ni à Raoul, grand connaisseur des pays balkaniques, ni à vous, les habitants du 20e arrondissement, cosmopolite où se côtoient tout un tas de cultures si variées, que j'apprendrai combien la différence est facteur de richesse. C'était Paul Valéry qui, en son temps, disait « Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos différences. » Bravo. La troisième leçon que j'ai retenue de ma vie aux États-Unis, en particulier de ma vie à Chicago, c'est que rien n'est jamais perdu. J'ai travaillé à titre bénévole aux côtés de Richard Daley et de sa femme, le maire de Chicago. Aux États-Unis, on fait beaucoup de choses en famille. Hein. Les conjoints, on les appelle les significants autres. C'est un drôle de nom, mais comme ça permet d'inclure toutes les formes de pax diverses et variées. J'ai travaillé aux côtés de Richard Daley et de sa femme, tout simplement pour essayer une reconquête, jour après jour, immeuble après immeuble, quartier après quartier, rue après rue, du quartier sud de Chicago, qui était devenu un véritable ghetto. Et grâce à l'action conjuguée des pouvoirs publics, des associations, des collectifs, de toutes les bonnes volontés sur le terrain, eh bien, rue après rue, immeuble après immeuble, on a réussi, c'est une entreprise qui continue évidemment, on a réussi à regagner sur le ghetto, sur la rue, sur des modes de vie complètement tragiques pour les enfants en particulier, on a réussi à regagner ces éléments-là. On l'a fait en concertation, on appellerait ça ici aujourd'hui du partenariat public-privé, puisque les pouvoirs publics étaient en très étroit travail avec les entreprises, et moi comme chef d'entreprise là-bas aux États-Unis, j'ai participé à cet effort-là, et nous prenions, à titre d'exemple, des enfants des quartiers défavorisés après l'école, on les amenait dans l'entreprise, on les aidait à faire leur travail, et on leur donnait tout simplement une autre vision, une autre image de ce qui peut se faire. Les partenariats publics-privés, on en fait un peu ici en France. Je crois que dans ce domaine-là aussi, il faut engager les bonnes volontés. Un certain nombre de grandes entreprises y participent. Je crois que dans le 20e arrondissement, comme dans d'autres régions de France, comme dans d'autres quartiers, eh bien, on peut aussi aller à la rencontre des entreprises et leur dire c'est votre responsabilité, mais c'est aussi votre opportunité que d'intégrer des jeunes qui un jour vous reconnaîtront pour les avoir tout simplement tirés de situations qui étaient difficiles. Deuxième exemple de ce que rien n'est jamais perdu, c'est aussi évidemment l'hommage que je souhaite rendre